Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À accent grave. Denise, mon épouse. Mes enfants Stéphanie et Gilles, qui m'ont soutenu dans cette épreuve. À accent grave. Mes proches. Trop tôt disparus. Remerciements. Cet ouvrage est l'aboutissement d'un projet né il y a plusieurs années, dans une période encore pleine d'incertitudes. Il n'aurait certainement pas vu le jour sans la ténacité, les encouragements, les discussions et les relectures de Denise, mon épouse, vers qui vont mes remerciements les plus affectueux et à mes enfants solidaires au cours de cette épreuve. Mes plus vifs et sincères remerciements à Gilles Ferréol, professeur de sociologie à l'Université de Franche-Comté, directeur du laboratoire C3S, Culture Sport Santé Société, qui m'a constamment encouragé et soutenu dans mon choix de cette voie méthodologique et théorique, afin d'explorer au plus profond l'expérience de cette épreuve. Je lui exprime toute ma gratitude pour sa relecture attentive, précise et très efficace du texte. Mes remerciements à Olivier Delage, sociologue, impliqué dès les premières réflexions sur ce projet, pour nos nombreux échanges, ses lectures de mes premiers écrits et son constant intérêt et soutien. Mes remerciements aussi à Yannick Furlan, sociologue, pour sa relecture du texte final et ses remarques très pertinentes qui ont contribué à l'amélioration de la version finale. Également, merci à Jean-Francis Parisi pour sa relecture du texte et nos échanges approfondis sur l'expérience de cette maladie. Ne pouvant citer tous mes amis proches, certains ayant vécu ou vivant l'expérience de cette maladie, je les remercie très sincèrement pour leurs échanges qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'approfondissement de mes réflexions et de ma démarche. Je remercie les collègues et personnels administratifs qui m'ont accueilli après une année d'absence en facilitant mon retour, ainsi que l'institution universitaire Bordeaux-Montaigne qui a mis à ma disposition le matériel nécessaire pour mon adaptation au poste de travail. Enfin, ma profonde reconnaissance au professeur Jacques Jougon, chef du service de chirurgie thoracique, cervicale et transplantation pulmonaire, GH Sud Haut-l'Évêque, Maison du Haut-l'Évêque, qui m'a opéré. Mes sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe soignante et du personnel de ce service qui m'ont accompagné dans cette épreuve, ainsi que les différents soignants qui ont contribué à ma prise en charge pendant ce parcours. Préface. Gilles Ferréol. L'auteur, spécialisé dans le domaine de la sociologie de la santé et intervenant plus particulièrement dans le secteur médico-social des addictions, nous livre ici, à travers son expérience personnelle, une analyse approfondie de ce qu'il est convenu d'appeler l'épreuve du cancer, avec son cortège de souffrance et d'anxiété, de peur et d'incertitude, de stigmatisation ou de remise en cause. Structuré en 3 grandes parties, comprenant chacune 3 chapitres, l'ouvrage propose tout d'abord des repères biographiques et méthodologiques. Le parcours de malade est ainsi minutieusement retracé, du diagnostic au traitement et aux éventuelles séquelles opératoires, comme la dysphonie après une lobectomie pulmonaire, ou bien encore de la rémission au contrôle et à la surveillance préventive. Les trajectoires de soins font l'objet d'un examen attentif et la périodisation retenue, prenant appui sur des carnets de notes factuelles ou thématiques, s'avère adéquate. Cela suppose, dans le droit fil des travaux de Paul Ricoeur, Daniel Berthaud ou Philippe Lejeune, une démarche ou une posture complexe d'introspection, d'objectivation de soi et de mise en récit où la mémoire est sollicitée ou réactivée à partir de stimulation du présent ou d'associations successives, afin de capturer des idées floues, évanescentes, fuyantes qui jaillissent furtivement dans notre conscience. Cet effort de réflexivité, de type inférentiel, ou clinique, au sens de Vincent de Goljac, s'inscrit pleinement dans le cadre d'une socio-anthropologie de la connaissance et nous renseigne sur le degré d'engagement ou de sincérité de celui qui s'adresse à nous, sur les coulisses de la narration, et l'avant-texte, ainsi que sur le processus cognitif de production de l'écrit final avec son lot de contre-transferts et de polissage, d'états dispositionnels ou sensoriels. Dans un deuxième temps, l'accent est mis sur l'altération de soi consécutivement à l'irruption d'un événement traumatique et au moment précis de cette annonce effroyable, qualifiée à juste titre de tournant décisif, véritable bifurcation, turning point dans la terminologie anglo-saxonne où tout bascule et où sont étroitement imbriquées les dimensions biologiques, psychologiques et sociales,
par exemple d'ordre familial ou professionnel, le nœud émotionnel, qui en découle devenant alors le centre de gravité de nos pensées et de notre imaginaire. Face à un tel désarroi et au sentiment de dérive ou de déprime, de fragilisation ou de vulnérabilité qui lui sont associés, plusieurs opérateurs, dont le déni, le doute ou la minimisation, peuvent être mobilisés selon des temporalités à chaque fois singulières, la perspective, chère à Arnold van Gennep, des rites de passage étant sous cet angle très pertinente et permettant de mieux appréhender cette épée de Damoclès que constitue le rapport à la mort ou à la finitude, au dépouillement ou à la déchéance corporelle, lesquels vont souvent de pair avec un sentiment de culpabilité, de honte, voire d'humiliation. Le poids des représentations de la maladie sur les conduites ou les horizons d'attente est par ailleurs bien pris en compte, tout comme ce qui a trait au seuil et à la liminalité, séparation, marge, agrégation, nouvelle configuration, aux fictions et aux traces, au dédoublement identitaire et aux stratégies d'adaptation, qu'elles soient de réparation, d'apaisement ou de protection. Les dernières contributions se réfèrent aux mécanismes des auto-emprises ou de réagencement, et aux phases de restauration et de normativité, oscillant entre la menace ou l'obsession de rechute et de récidive, l'espoir de guérison et la quête d'autonomie ou d'unité subjective. Il s'agit, dans une optique de résilience, de forger sa volonté, en se remémorant ses origines ou certains épisodes de son enfance, en retissant peu à peu son intégrité, en veillant à respecter une bonne hygiène de vie. La problématique de l'indicible, tant pour soi que pour autrui, qu'il convient de bien distinguer de celle du secret ou du mensonge, occupe dans un contexte marqué par un foisonnement communicationnel une place essentielle, bien que paradoxale. Elle ne relève ni de l'innommable, ni de l'impensable, mais de l'inaudible, laissant sans voix, et condamnant de la sorte au silence, ou, en fonction du degré de connivence ou de défiance vis-à-vis de son entourage ou de son environnement, à une parole entravée, auto-réprimée ou déviée. Lorsque maintenant la situation est connue de ceux que l'on côtoie, qu'ils aient été ou non, eux-mêmes ou leurs proches, touchés personnellement ou indirectement par cette épreuve, les réactions fluctuent et des relations d'empathie réciproque, de neutralisation ou d'ajustement peuvent se manifester. Les pages consacrées à la survivance et aux combattants héros, au retour à la vie normale et au droit à l'oubli, sont également très instructives, de même que la discussion de l'effet rebond bien mise en évidence dans diverses disciplines, Stanley Zevon en économie, Daniel Wegner en psychologie, la dramaturgie du cancer comme maladie incurable étant toujours très présente alors que les résultats obtenus font état, toutes les études le confirment, de progrès très notables. Il y a là des pistes à explorer pour que les discours publics ou médiatiques, les campagnes d'information ou de collecte de dons puissent s'attaquer plus efficacement aux stéréotypes, aux résistances et aux prédispositions négatives ancrées dans nos habitus et nos systèmes de croyances. Au final, ce témoignage, aboutissement d'un projet rédactionnel qui remonte à plusieurs années, est riche d'enseignements tant au niveau des grilles de lecture que d'un point de vue analytique. En nous conviant à partager son vécu et son ressenti, François Védélago nous fournit de précieux éclairages sur l'écriture ou l'exposition de soi, dans ses composantes les plus intimes. Qu'il en soit vivement remercié. Introduction. Peut-être sommes-nous parmi les dernières générations à craindre le cancer et à l'associer à la mort. Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes vivent après avoir été diagnostiquées pour un cancer, mais depuis une vingtaine d'années, les progrès scientifiques et médicaux dans ce domaine ont été considérables, permettant de faire un bond dans les traitements et la prévention de cette maladie. Longtemps perçue comme mortelle, elle est maintenant considérée par les professionnels comme une maladie chronique ou de laquelle on peut guérir. Dorénavant, le cancer n'est plus évoqué d'une manière globale, mais plutôt dans ses différents types, selon leur taux de survie, et en mettant l'accent sur le développement d'une médecine personnalisée pour prévenir, diagnostiquer et traiter la maladie. Pourtant, les représentations sociales sont fortement ancrées dans notre imaginaire, à tel point que cette maladie est celle que l'on redoute le plus. La période actuelle semble très incertaine quant à la façon d'évoquer le cancer. Entre optimisme résolu et dramaturgie constituant la trame de fond des discours sur cette maladie, peut-on encore parler du cancer avec les mêmes tonalités dramatiques comme l'empereur de toutes les maladies, Mukherjee 2013, alors que d'autres intitulent leur ouvrage « La défaite du cancer, histoire de la fin d'une maladie », Alexandre 2014 ?
Le cancer serait-il devenu une maladie comme les autres? Cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis guérie d'un cancer du poumon, mais lorsqu'on me l'a annoncé, le temps s'est alors trouvé subitement contracté, comme si le présent devenait instantanément une agrégation du passé et d'un futur incertain. Comme si cette soudaine suspension du temps me précipitait dans le vide et la peur de la mort, incapable d'exprimer d'autres émotions. C'est ce nœud intérieur, cristallisé dans ce moment-là, que j'ai voulu déplier dans cet ouvrage. L'annonce d'un cancer constitue toujours un événement traumatique, dont l'impact peut laisser des traces plusieurs années après la guérison. L'après-cancer, avec l'augmentation notable de la survie des malades depuis ces 2 dernières décennies, constitue aujourd'hui une période qui suscite de plus en plus l'attention des politiques publiques et l'intérêt des patients et des soignants. Mieux connaître les conséquences sociales et psychologiques du cancer, ainsi que les effets secondaires des traitements à plus long terme devient un enjeu de santé publique important, vu le nombre croissant de survivants. Parler aujourd'hui d'indicible à propos du cancer, ce nœud socio-psychique, de Gaulle et Jacques, qui se cristallise aux premiers symptômes et au moment de l'annonce, peut sembler inactuel tant l'espace public est saturé par les propos sur cette maladie. Depuis les assises du cancer en 1998 et la création de l'INCa en 2005, elle est plus clairement nommée et moins souvent évoquée par des métaphores au cours des diverses interventions dans l'espace public. On a pu voir des personnalités politiques, du cinéma, des médias révéler leur diagnostic positif de la maladie. Les témoignages, les autobiographies, les ouvrages de vulgarisation scientifique, les revues spécialisées et les articles dans la presse quotidienne ou hebdomadaire sont très fréquents. Chaque mois, une ou des campagnes de prévention sont diffusées sur tel ou tel cancer et le public se voit fréquemment sollicité lors de diverses manifestations de collecte de dons. Internet favorise cette explosion de publications et plus particulièrement l'expression des situations personnelles, des préoccupations vis-à-vis d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, etc. À travers les blogs, chacun peut, de façon plus ou moins anonyme, s'exposer davantage aux autres par l'écriture, espérant en retour la bienveillance des lecteurs. Toutefois, l'indicible peut-il être réduit à l'annonce difficile de la maladie? La nommer est s'exposer ou non toute la part qui était indicible? Une visibilité publique de la maladie facilite-t-elle l'expression de l'indicible dans la vie quotidienne des personnes concernées, malades et anciens malades, et leur entourage? Et enfin, cette part indicible ne devrait-elle pas le demeurer? Le moment le plus intense et le plus étrange est sans aucun doute celui de la période en salle de réanimation après l'opération. J'ai brièvement eu conscience d'être revenu dans le monde des vivants, mais pas encore dans celui des humains tant j'étais hors de la réalité, entre rêve, imaginaire et sommeil. L'épreuve du cancer correspondait alors à l'expérimentation d'une situation de marge ou liminaire, Arnold van Gennep. J'ai donc qualifié la phase de l'opération et plus largement, de traitement comme le moment liminal, liminality, de cette expérience du cancer en tant que passage ou franchissement du seuil de l'état de malade à celui de convalescent. Avec l'augmentation des guérisons et l'allongement de la durée de survie, s'ouvre l'après-cancer une nouvelle période faite de nouvelles questions. La crainte de la récidive disparaît-elle pour autant? Comment interpréter la notion de survivant, souvent employée? Comment passer du statut de malade à celui de guéri? Qu'en est-il de la menace permanente de cette épée de Damoclès? La dimension de la temporalité s'avère centrale dans l'étude de l'impact du cancer sur les personnes guéries. Toutes ces questions je me les suis posées, et 15 années après le diagnostic de mon cancer et de sa guérison, cet ouvrage représente un retour réflexif sur les traces laissées par le choc de cet événement. C'est une situation assez singulière, puisque faisant partie des cancers de mauvais diagnostic, la chance, alliée à la médecine, a fait que j'ai pu observer comment a évolué l'emprise sur moi de la maladie. Sur une aussi longue période, on peut étudier comment s'estompent progressivement les traces psychosociologiques de cet événement traumatique, ou encore comment se met en place, peu à peu, le processus de guérison. Même après la période de rémission complète, c'est-à-dire 5 ans après la fin des traitements et sans aucune trace de la maladie, il est encore rare qu'un médecin dise à son patient qu'il est guéri. La guérison lui est suggérée et beaucoup savent que 5 ans après la rémission complète, on est considéré comme guéri. Mais c'est une autre chose de se percevoir comme guéri,
ce qu'on peut appeler le sentiment de guérison. Et ces deux dimensions ont été nettement distinctes pour ce qui me concerne. On a également une troisième définition de la guérison, d'ordre institutionnel, par exemple le résultat du consensus entre les assurances et l'État qui a donné lieu à la loi sur le droit à l'oubli du 26 janvier 2016. Depuis, on ne déclare plus son cancer, dans le cadre d'une assurance bancaire, lors d'un prêt immobilier ou professionnel, 10 ans après la fin du protocole thérapeutique et en l'absence de rechute. Dans un premier temps, j'avais rejeté l'idée de publier mes notes sur cette expérience et pourtant quelques années plus tard, une fois retombée la peur de la mort, je me suis laissé convaincre que l'analyse de cette expérience longue de 15 ans était intéressante à considérer. Il s'agit de l'ouvrage d'un scientifique, et bien qu'il s'appuie sur une démarche autobiographique, cet ouvrage ne se réduit pas à une histoire individuelle. Je l'ai inscrit dans un contexte plus général de l'évolution des connaissances et des traitements des cancers. Il ne suffit pas de faire l'expérience d'une chose pour en avoir la connaissance exhaustive. Nos ressentis peuvent nous tromper et quant au ressort de nos comportements, on ne sait pas toujours ce qu'on se cache à soi-même. Notre substrat psychosocial, la trame de ce qui nous fait agir, n'est pas immédiatement perceptible par nous-mêmes. Si nous éprouvons des douleurs, des angoisses, nous n'en comprenons pas immédiatement le sens et les causes. De même, dans l'exploration de mon vécu à l'écoute de mes émotions et de mes sensations, mon histoire de la maladie se présente comme un processus de reconstruction, de déformation, d'oubli, de dénégation. Existent également des angoisses profondes, le désir de donner une certaine image de soi, des pulsions narcissiques avec la volonté d'atténuer la honte, la culpabilité ou encore la haine en fonction du présent. Sachant la présence de tous ces mécanismes, le travail méthodologique consiste à mettre en place des dispositifs pour en limiter l'impact sur la production du texte et des analyses. Lorsque j'ai commencé la rédaction finale de cet ouvrage, 14 années plus tard, je ne me trouvais plus dans les mêmes dispositions psychologiques. En écrivant, je ne ressens plus des émotions comme lorsque je prenais mes notes au cours des années antérieures. Ces dernières prennent maintenant la forme de souvenirs que je réactive selon les stimuli du moment, et que je peux renvoyer aussitôt dans l'oubli temporaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'une écriture à froid. Dans une étude s'appuyant sur des dimensions autobiographiques, la vigilance méthodologique doit être exigeante et permanente. Naturellement, cette réflexion à partir d'une étude de cas n'a aucune portée générale, elle doit être considérée dans sa singularité et éventuellement, elle pourrait suggérer quelques hypothèses de recherche. La première partie permettra au lecteur de se faire une idée générale sur mon parcours de malade, son déroulement chronologique, et les conditions méthodologiques de l'analyse de cette expérience. Il m'a semblé en effet important dans cet essai d'autosociologie, d'expliquer comment ce travail d'objectivation avait été réalisé, pour que s'installe cette distance entre le statut de malade et le statut de chercheur, et comment la prise de notes que j'ai effectuée tout au long de cet événement a été traitée. J'ai reconstruit l'ensemble de ce parcours autour de 3 processus. L'altération de soi, l'objet de la seconde partie centrée sur l'annonce et le traitement, et les 2 autres, la restauration de soi et la normativité qui constitueront la 3e partie de l'ouvrage. Première partie, mon parcours de malade et méthodologie du récit. Le récit biographique, fasciné par ses propres pouvoirs de suggestion, c'est une visée utopique d'exhaustivité qui fonde son impression de comprendre dans l'illusion d'immédiateté. Jean-Claude Passeron, 1991, Le raisonnement sociologique. L'espace non popérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, page 187. Chapitre 1, Mon parcours de malade. Au cours de ces dernières décennies, les parcours des malades du cancer se sont beaucoup diversifiés et la question des temporalités constitue une constante dans la problématique nouvelle de l'expérience du cancer. C'est pourquoi j'ai choisi de commencer par la présentation de l'ensemble des faits de mon parcours, afin de se représenter l'ordre chronologique dans sa globalité. Les critères que j'ai retenus m'ont permis de distinguer 5 périodes dans mon expérience globale du cancer. I du cancer à l'après-cancer. A le diagnostic et le traitement. C'est le 3 février 2006, lors d'un bilan de santé organisé par la Caisse primaire d'assurance maladie, que le médecin responsable du centre, en concluant ce bilan,
m'a montré sur la radiographie pulmonaire une légère tache sombre, au niveau supérieur de mon poumon gauche. Comme j'étais fumeur et âgé de 55 ans, elle me suggéra de consulter mon médecin traitant pour comparer ce dernier cliché avec mes radiographies antérieures, pour confirmer ou non l'existence de cette anomalie. Le radiologue dans son compte-rendu avait noté l'existence d'une anomalie de la radiophotographie thoracique, opacité nodulaire basale droite. Accentuation de la trame broncho-vasculaire paracardiaque gauche. Image à comparer. Le doute du médecin sur la normalité de cette radiographie m'a déstabilisé quelque peu, mais je n'étais pas vraiment inquiet. Certes, il fallait faire ce contrôle, mais je n'en percevais pas l'urgence. Naturellement, j'en ai informé mon épouse, qui m'a dit de ne pas oublier de prendre rendez-vous avec mon médecin et d'emporter mes anciennes radios. Ainsi la vie reprenait son cours habituel, déplacements, cours, recherches notamment sur l'intégration sociale et la notion d'indicible. Le lendemain, j'allais voir ma mère, âgée, qui venait d'être hospitalisée en urgence. 2 jours plus tard, j'appelai mon médecin traitant. Un rendez-vous fut fixé pour le 24 février 2006 après un week-end que j'avais prévu à Bilbao depuis plusieurs semaines. Je continuais mes activités d'enseignement et de recherche, préparant un séjour au département de sociologie de Tunis comme professeur invité, puis un second à l'université d'Ancona, en Italie, pour la fin du mois d'avril. Depuis une dizaine de mois, j'avais entrepris un régime alimentaire pour perdre du poids, et j'avais aussi repris régulièrement le sport. Cette rigueur portait ses fruits, car j'avais perdu près de 15 kg en 10 mois et retrouvé une condition physique qui me permettait de soutenir des courses d'endurance d'une dizaine de kilomètres à un rythme tout à fait correct. 3 semaines plus tard, après ce bilan de santé, mon médecin traitant n'a pas paru vraiment convaincu de l'existence de cette anomalie en comparant plusieurs de mes radiographies antérieures. Ce n'est pas évident, dit-elle, mais on va faire un scanner pour vérifier. Son point de vue était plutôt rassurant, et en sortant de son cabinet, j'ai pris rendez-vous pour ce nouvel examen prévu 2 mois plus tard, le 20 avril. Dès la fin de l'examen, le résultat m'a été annoncé par le radiologue. Il m'informait de l'existence d'un nodule de moins de 3 cm dans le poumon gauche, et il a ajouté que d'une manière ou d'une autre il faudra faire quelque chose, enlever ou traiter. Voyez votre médecin traitant. J'étais fumeur depuis une 30aine d'années, et je me suis douté forcément que cette tumeur ne pouvait qu'être cancéreuse. Nous étions en pleine période de vacances scolaires de printemps, et mon médecin traitant était absent. J'ai repris contact avec elle le 24 avril. Nous nous sommes mis d'accord sur la marche à suivre. Pendant que je partais en Italie quelques jours pour assurer une série de conférences prévues à Ancona, elle s'occuperait des rendez-vous nécessaires au centre hospitalier avec le pneumologue, ainsi que pour d'autres examens. Dès mon retour, comme convenu, elle m'a indiqué la date de ces différents rendez-vous avec le pneumologue, et j'en ai profité pour lui demander clairement s'il s'agissait d'un cancer. Il faut faire des examens supplémentaires mais il peut tout à fait s'agir d'un néo, certains sont bénins, d'autres malins, les analyses suivantes donneront plus d'informations. Ne souhaitant pas paraître idiot, je n'ai pas demandé d'explications supplémentaires, même si je ne maîtrisais pas la signification de cette abréviation. J'ai pensé tout de suite qu'il s'agissait d'une tumeur cancéreuse, et de retour chez moi j'ai consulté Internet afin de connaître la signification de cette abréviation. Le terme de néoplasme était employé en médecine pour désigner une tumeur. Sans qualification de la gravité, elle pouvait donc être bénigne ou maligne. Ainsi, à 9h le vendredi 5 mai, soit 2 semaines environ après le premier scanner, j'entrai à l'hôpital où le pneumologue réalisa plusieurs examens. Une fibroscopie du poumon gauche, une analyse approfondie du sang dont la biologie se révélera normale, un scanner cérébral permettant de constater qu'il n'y avait aucune anomalie à ce niveau, une fibroscopie du larynx et de l'arbre trachéobronchique qui elle aussi ne montrera aucune anomalie. Le bilan fonctionnel des poumons était aussi très satisfaisant, seul le débit respiratoire moyen était abaissé en raison du tabagisme. Malheureusement, cette fibroscopie n'a pas permis d'atteindre le nodule pour faire une biopsie. Lorsque j'ai demandé au pneumologue s'il pourrait s'agir d'un cancer, sa réponse a été sans équivoque. Étant fumeur, la probabilité était en effet très forte, bien qu'il puisse aussi y avoir des nodules non cancéreux.
Les examens complémentaires devaient permettre de confirmer ce qu'il en était. C'est à ce moment-là que j'ai senti que je basculais progressivement dans le camp des malades du cancer. Pour la poursuite des examens et une opération éventuelle, le pneumologue s'est alors mis directement en contact avec le CHU de Bordeaux. Après ces premiers examens, sur Internet j'ai commencé à rechercher avec une certaine angoisse des informations sur le cancer du poumon et tout d'abord, celles concernant les probabilités de survie. C'est évidemment la première question qu'on se pose. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Les chiffres que j'y ai trouvés oscillaient entre 10% et 12% à 5 ans pour les hommes, et de 42% à 1 an. Autrement dit, dans cette période allant de 1989 à 2006, plus de la moitié des personnes diagnostiquées d'un cancer du poumon décédaient dans l'année et 3 ans après le diagnostic, seuls 17% étaient encore en vie. En lisant ces résultats statistiques, j'étais de moins en moins rassurée. Le rapport de l'Institut de veille sanitaire donnait également le taux de survie à 10 ans pour cette même période. Il s'élevait autour de 6% pour les hommes. Gros-Claude, 2013, page 179. Après ce tour d'horizon sur Internet, je me suis dit que mes chances étaient vraiment très réduites. J'ai alors décidé de cesser mes recherches pour me préparer à l'opération, mon épouse m'ayant proposé de s'informer sur le sujet et de me communiquer les éléments importants que je devais connaître. Plus tard, elle m'avouera qu'elle me donnait des informations plutôt rassurantes pour limiter mon angoisse, notamment concernant l'opération dont je n'avais jamais imaginé, en entrant à l'hôpital, l'intensité de la douleur que je ressentirais à mon réveil. Orientée par le pneumologue vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour la suite de la prise en charge, un TEP scan a été programmé afin de vérifier la nature de cette opacité fixe, et surtout, d'observer s'il y avait des hyperfixations évocatrices de métastases. Un rendez-vous avec le chirurgien qui éventuellement pratiquerait l'opération avait aussi été fixé. Ce type d'examen, une tomographie par émission de positons, couplée à une tomodensitométrie, TDM, n'était alors possible que dans le service de médecine nucléaire du CHU. Le 11 mai, j'ai rencontré le chirurgien qui, ayant pris connaissance des résultats du scanner, m'a demandé quelles informations m'avaient été communiquées. Je lui ai répondu que j'avais été déjà informé de la probabilité d'un cancer. Il m'a alors présenté les diverses solutions, chimiothérapie, radiothérapie ou encore la chirurgie, nous verrons après le TEP scan, m'a-t-il dit. La semaine suivante, le 18 mai, je passais le TEP scan et le 19 mai, j'avais de nouveau rendez-vous avec le chirurgien pour l'examen de ses résultats. C'est là qu'il m'a montré sur son écran d'ordinateur le joli petit et brillant nodule, coloré en rouge. Je lui ai demandé s'il avait davantage de précision quant à la tumeur, et il m'a confirmé qu'il était très probable, 95% de probabilité qu'il s'agisse d'un cancer. À nouveau, il a évoqué les 3 solutions possibles en me demandant celle que je préférais. N'ayant aucun critère pour décider, je lui ai renvoyé la question en lui demandant quel serait, selon lui, le traitement le plus efficace. Il m'a répondu sans hésiter, la chirurgie, et je lui ai donné mon accord pour l'opération. La date a donc été déterminée pour le jeudi 1er juin. Dans la même journée, je passais différents examens pour préparer l'intervention et notamment la rencontre avec l'anesthésiste. Je devais encore faire une prise de sang, le 22 mai, passer un test d'effort, le 29 mai, et finalement je suis entrée à l'hôpital le 11 juin 2006 dans l'après-midi, la date initialement prévue pour l'opération ayant été reportée au lundi 12. Au cours de cette période du 20 avril au 11 juin, j'ai continué mon activité professionnelle normalement, en particulier mes derniers cours, ainsi que divers examens. 2 événements de contexte adviendront durant cette période-là. Le décès le 16 mai d'une amie, suite à un cancer du poumon diagnostiqué le même jour que moi, et le décès de ma mère le 5 juin, quelques jours avant mon entrée à l'hôpital. Enfin, pendant cette période, je continuais à faire presque tous les jours une petite course de 5 à 6 km afin d'améliorer un peu ma condition physique. Pendant ce mois de mai, j'ai été impressionnée par la célérité avec laquelle les médecins mettaient en place les éléments du processus de traitement. 1 mois et demi après le premier scanner, j'avais été opérée et j'ai réalisé alors que le cancer était vraiment considéré par les soignants comme une maladie grave.
Le lundi 12 juin 2006, l'opération a commencé à 9h15 et elle a été réalisée par l'équipe du professeur Jacques Jougon. C'est un moment qui reste très clair dans mon esprit. Tout d'abord, j'ai eu une anesthésie péridurale thoracique au niveau des vertèbres du dos permettant de contrôler la douleur post-opératoire, puis l'anesthésie générale. L'intervention a commencé à 10h10 et elle s'est terminée à 14h45. Après le passage en salle de réveil, j'ai été emmenée en salle de réanimation pour que soient surveillés les risques éventuels de l'anesthésie péridurale. Mes premiers souvenirs post-opératoires ont été les mots du chirurgien qui, levant ma paupière, m'a demandé « Vous m'entendez ?» Après avoir répondu oui, ma première question a été « Est-ce que c'est bien un cancer ?» Il me reste le flash de ces paroles. Oui, la pièce a été envoyée à Lyon pour examen biologique. Ce très bref retour à la conscience a eu lieu vers 17h selon mon épouse présente à mon réveil. Je n'ai rejoint ma chambre que le lendemain mardi à 14h. J'étais incapable de bouger, car j'avais 2 drains qui partaient du dos pour évacuer les liquides, sang, lymphe, s'accumulant au cours de la cicatrisation ainsi que les fuites d'air issues des zones opérées du poumon. J'avais aussi une sonde dans le nez pour l'apport d'oxygène, et une perfusion dans le bras pour m'alimenter. Ce qui m'a été le plus difficile à supporter, c'est la kinésithérapie respiratoire qui a commencé dès le réveil. Le kinésithérapeute exerçait des pressions très fortes au niveau de mon thorax, afin d'éviter l'encombrement des bronches par des sécrétions et permettre la récupération de ma fonction respiratoire le plus rapidement possible. Pendant les 2 jours qui ont suivi mon retour dans ma chambre d'hôpital, j'ai dormi quasiment tout le temps avec une pompe à morphine que je gérais moi-même, lorsque la douleur était insupportable. Ces 10 jours à l'hôpital ont été très difficiles physiquement, surtout les 4 premiers après l'opération, j'étais très fatiguée et sans force. Chaque jour, j'étais transportée jusqu'à la salle de radiographie pour la surveillance du thorax, c'était le seul moment de la journée où je quittais ma chambre. J'avais l'impression d'être très surveillée pendant cette semaine-là. Il y avait toujours un soignant qui passait pour une chose ou une autre. Évaluer ma douleur, vérifier si les drains fonctionnaient bien, me poser quelques questions diverses, etc. Chaque jour était marqué par une action nouvelle à réaliser. Le vendredi, on m'a aidé à m'asseoir sur une chaise pour le déjeuner. Le samedi, le chirurgien a examiné le fonctionnement des drains et l'état du récipient. Je pense que demain on pourra les enlever, conclut-il. Le lundi suivant, soit 8 jours après l'opération, je pouvais marcher pour aller de mon lit aux toilettes de ma chambre et les jours suivants faire quelques pas dans le couloir. J'ai pu ensuite prendre l'ascenseur pour aller au rez-de-chaussée et revenir. À chaque fois, j'étais épuisée par ces exercices. Après l'hospitalisation, je pensais naïvement « rentrer chez moi ». L'infirmière m'a demandé s'il y avait un étage, combien de marches dans la maison, s'il y avait quelqu'un avec moi dans la journée. Bref, comment j'allais me déplacer et vivre chez moi à mon retour. Après quelques jours d'hésitation et sur les conseils de soignants et d'amis, j'ai choisi d'aller directement en centre de rééducation pour 2 semaines. Je suis sortie de l'hôpital 10 jours plus tard, le 22 juin, munie de mon dossier médical et d'une lettre avec une date de rendez-vous pour consulter un phoniatre. En effet, lors du dernier entretien avec le chirurgien, celui-ci m'avait expliqué qu'après l'intubation assez longue de la trachée, il faudrait probablement faire quelques exercices d'orthophonie pour rétablir ma voix. Il m'a aussi communiqué oralement les résultats des analyses de la tumeur. Ces dernières consistaient en l'observation minutieuse à l'œil nu puis au microscope, des tissus prélevés pour savoir si les cellules cancéreuses s'étaient propagées et si c'était le cas, jusqu'où. Sur la base de cet examen, le chirurgien a décidé qu'un traitement complémentaire n'était pas nécessaire et qu'on se reverrait 6 mois plus tard pour un scanner de contrôle. C'est ainsi que j'ai quitté l'hôpital afin de rejoindre le centre de soins de suite et de réadaptation au Cap Ferret sur le bassin d'Arcachon, spécialisé en rééducation cardio-respiratoire avec seulement mon dossier médical et une ordonnance de Doliprane pour supporter la douleur. On lit souvent dans les témoignages et les études sur les séjours hospitaliers, les plaintes des patients, l'attente, le problème de l'annonce de la maladie, la médiocre qualité des repas, les médecins toujours pressés. Je dois dire que je me suis facilement adaptée à tout cela, peut-être parce que je savais qu'il y avait une phase de socialisation nécessaire en entrant dans une nouvelle organisation, et le système de santé en particulier.
Certainement aussi grâce à mon épouse et mes enfants qui m'ont soutenu et m'ont fait oublier tous ces petits tracas. Au sortir de l'hôpital, il reste en moi ce lien particulier avec le personnel soignant, le chirurgien que j'ai peu vu, mais toujours présent dans mon imaginaire lorsque je repense à l'opération. En quittant le service, j'avais l'impression bizarre qu'on avait ouvert puis refermé la boîte et que c'était fini. Tout allait repartir comme avant, mais à ma grande surprise j'ai dû constater mon épuisement total après quelques mètres à peine. Je ne pouvais plus suivre mon épouse, et il m'a fallu faire plusieurs haltes pour récupérer mon souffle et rejoindre notre voiture sur le parking. Pendant ces 2 semaines, les journées ont été organisées autour de 2 blocs d'activités, les soins, les. Après 10 jours, je n'avais toujours pas retrouvé ma voix et je me suis informée auprès du médecin concernant le rendez-vous avec la phoniatre. On va voir, disait-il. Finalement, on m'annonça que je verrais une orthophoniste pour commencer les exercices nécessaires pour le rétablissement de ma voix, car il était compliqué, ajouta-t-il, de me transférer à Bordeaux pour un rendez-vous. Je verrai plus tard après ma sortie du centre de rééducation. Lors de mon entrée au centre de soins, j'ai naturellement reçu la visite du médecin qui, tout en feuilletant mon dossier et en discutant avec moi, m'a dit « Ah, mais vous êtes guéri, vous ?» Ma surprise fut totale, je ne m'attendais pas du tout à cela. Je lui ai alors demandé « Admettons pour le poumon gauche, mais quand j'inhalais la fumée de ma cigarette elle se répandait dans mes 2 poumons. Ne faut-il pas que je m'attende dans l'avenir à un nouveau cancer pour l'autre poumon ? » « Ah, me rétorqua-t-il, si vous commencez comme ça, vous allez sûrement faire un nouveau cancer. » Et nous avons éclaté de rire. Pendant mon séjour, j'ai reçu quelques visites et des appels téléphoniques d'amis informés de mon état de santé, et j'ai souhaité aussi téléphoner à quelques autres pour leur dire ce qui m'était arrivé. Le centre de soins de suite et de réadaptation accueillait 60 résidents, la plupart ayant subi une opération du thorax, liée à des maladies pulmonaires ou cardiaques. La conception architecturale du centre et les diverses activités individuelles et collectives, salles de sport, restaurants, espaces ouverts pour la lecture, la télévision, divers jeux, etc., facilitaient le développement des relations et des échanges entre les résidents. Ainsi, dans la salle de sport, pendant que nous nous activions sur nos vélos, mon voisin me racontait qu'il avait eu 5 cancers différents, dont un à chaque poumon. J'étais impressionnée par son optimisme. J'étais aussi sensible à l'histoire de cette femme, non fumeuse, mais opérée pour un cancer du poumon. Elle avait été diagnostiquée, comme moi, par hasard, suite à l'observation des radiographies réalisées après un accident de voiture. Déjà, j'avais entrepris de noter quelques réflexions, essentiellement sur la chronologie de mon parcours de malade, en me disant que j'étais dans une situation tout à fait favorable pour écrire un ouvrage sur l'expérience du cancer. Ces 2 semaines d'activité physique, dès la sortie de l'hôpital, m'ont permis de prendre conscience de l'importance de poursuivre un programme de récupération physique et notamment de musculation. Je n'imaginais pas qu'il me faudrait 1 année, à raison d'une marche journalière de 2 heures pour retrouver mes performances antérieures. Plus de 3 semaines après mon départ pour l'hôpital, je retrouvais ma maison et je constatais en effet qu'il était très pénible de monter et descendre souvent plusieurs marches. La vie sociale, familiale, amicale et conviviale du quartier ne pouvait pas reprendre son cours habituel. La période de traitement de la maladie et de surveillance post-opératoire était terminée. Le traitement chirurgical avait éradiqué la tumeur, et comme il n'avait pas été constaté de diffusion proche ou lointaine dans les autres tissus et organes, il a été estimé suffisant. Pendant cette période, j'ai été l'objet de nombreuses questions de la part des personnes informées de ma maladie et naturellement concernant les effets de la chimiothérapie ou des séances de radiothérapie. Je pouvais alors constater leur grande surprise quand je leur annonçais que je n'avais pas eu d'autre traitement,
J'étais revenue chez moi avec seulement une ordonnance comprenant du Doliprane et un médicament anticoagulant pour une semaine. Tout le monde convenait que j'avais eu beaucoup de chance, mais l'absence de traitement complémentaire ne faisait pas disparaître pour autant l'angoisse d'une récidive. A commencé alors une période de convalescence, dont je ne connaissais pas le terme. Je pensais être en arrêt maladie pour 6 mois, et finalement ce fut près de 11 mois. Dès le 12 juillet, j'ai entamé les séances bi-hebdomadaires d'orthophonie, en vue de rééduquer mes cordes vocales. Il était nécessaire que je réduise cette dysphonie post-intubatoire de la corde vocale gauche qui n'était pas revenue dans sa position normale. Elle demeurait toujours en position basse et j'étais en quelque sorte muet ou plus exactement aphone. Aucun son ne pouvait se former, l'air s'échappant sans que les cordes vocales vibrent entre elles. J'ai pris rendez-vous avec le médecin phoniatre pour la fin octobre. Le premier contrôle des poumons était prévu pour le mois de décembre, 6 mois après l'opération, et pendant cet intervalle la vie quotidienne s'est déroulée de manière monotone. Le matin, 2 heures de marche, l'après-midi une sieste, parfois une nouvelle promenade et puis le soir je me couchais assez tôt car j'étais épuisée. Un seul événement important viendra rompre ces longs mois de récupération, celui du mariage de ma fille au mois de septembre. Outre l'appréhension inhérente à ce genre de fête familiale, ma dysphonie me posait problème car il m'était absolument impossible de communiquer dans cette situation. En attendant ce premier contrôle, je suis allée passer quelques jours dans le Massif central. J'en ai profité pour me tester en légère altitude, 1885 mètres, avec la montée au puy de Sancy. J'ai pu constater mes progrès physiques, mais surtout je me suis rendu compte que j'étais encore loin de mes performances d'avant l'opération du mois de juin, car j'étais rapidement essoufflée. Après avoir suivi des séances de travail avec 3 orthophonistes différentes, les premiers examens réalisés par la phoniatre fin octobre ont montré qu'il n'y avait eu aucun effet positif. Cette dernière a décidé la poursuite des exercices d'orthophonie, sans grande conviction, en proposant de me revoir en décembre afin de constater les évolutions. Le 7 décembre 2006, j'ai revu le chirurgien avec les résultats de mon scanner, ces derniers étant bons. Il m'a alors rédigé l'ordonnance du prochain contrôle pour l'année suivante. Je lui ai fait part de mes inquiétudes concernant l'absence d'amélioration de ma voix et des examens de la phoniatre. Il me confia qu'il avait peut-être un peu gratté ou chauffé le nerf en cautérisant. Si tel était le cas, il faudrait programmer une opération de la corde vocale gauche pour rétablir le contact avec la seconde. C'est à la phoniatre qu'il reviendrait de confirmer cette intervention, faute d'amélioration dans les 2 mois suivants. Enfin, la dernière visite de cette année était pour le médecin conseil de la Sécurité sociale qui prolongea mon arrêt de travail. En ce début d'année 2007, la dysphonie perdurant, l'opération de la corde vocale gauche a donc été décidée car elle semblait définitivement paralysée, en position basse. En mars, j'ai donc été opérée et j'ai demandé à pouvoir reprendre mes activités professionnelles avec le statut de travailleur handicapé, ce qui m'a été accordé avec une restriction concernant la prise de parole en public jusqu'à la fin de l'année universitaire. Pour les années suivantes, il m'a été très fortement recommandé de ne pas donner de cours d'une durée de plus de 2 heures afin d'éviter l'inflammation de la corde vocale droite, la seule qui soit mobile. En juin 2007, 1 an après l'opération, j'avais récupéré mes capacités physiques antérieures et les conséquences de l'intervention s'étaient largement dissipées en ce qui concerne la course à pied, sauf dans les côtes où je m'essoufflais très rapidement. B. Le handicap, la surveillance et la prévention. Après les vacances d'été, une nouvelle période a commencé au cours de laquelle j'ai été confrontée à un problème majeur, celui de la prise de parole en public. Si l'opération de la corde vocale a été réussie, le chirurgien m'a assuré que cela tiendrait 5 ans, et qu'après il n'y avait pas de visibilité. Je n'ai retrouvé qu'une voix conversationnelle, c'est-à-dire dans un périmètre réduit, ne pouvant en aucun cas projeter ma voix. Pour un enseignant, c'est rédhibitoire. Il me faudrait parler à l'aide d'un micro avec un amplificateur en toutes circonstances, même dans des groupes de moins de 10 personnes et pas plus de 2 heures de cours par demi-journée. En tant que travailleur handicapé, j'ai pu bénéficier du matériel nécessaire, parfois un peu rudimentaire, pour assurer mes conférences. Mais la contrainte due à ce handicap débordait largement le contexte des enseignements,
et je le ressentais dans tous les secteurs de la vie professionnelle et sociale, lors des rencontres de 2 ou 3 heures pendant lesquelles je devais parler. Dans les réunions pédagogiques, les réunions du Conseil national des universités, CNU, mais aussi dans les restaurants bruyants, je me suis rendu compte que je me trouvais dans des situations où je devais limiter mon expression orale pour ne pas fatiguer ma corde vocale. 2 moments ont été particulièrement angoissants pour moi. Le premier, en septembre 2007, lors de la reprise de mes enseignements au sein de petits groupes, car il me fallait porter un amplificateur de voix attaché à la ceinture. Le second en février 2008, lors de la réunion du CNU, au sein de laquelle je venais d'être élu, et où souvent les salles de réunion n'étaient pas équipées de micros. Les années qui vont suivre, de 2007 à 2011, seront ponctuées médicalement par des scanners annuels de contrôle, toujours réalisés fin novembre ou début décembre, permettant de constater la rémission totale de la maladie. Je devais laisser en suspens mon projet d'écriture. La reprise de mes activités professionnelles s'étant élargie avec des fonctions au niveau national, et elle requérait toute mon énergie. Cependant, des collègues amis m'ont suggéré plusieurs fois de reprendre ce projet. Le 4e scanner de contrôle en décembre 2010 constituera un tournant dans mon suivi médical. Le chirurgien, après le constat très positif de toutes les radiographies depuis 4 ans, me proposera de mettre un terme aux contrôles annuels. Toutefois, il me rédigera une dernière ordonnance pour un 5e contrôle, me laissant la possibilité de décider de le faire ou non au cours des prochains mois. Malgré la position du chirurgien, je suis allé passer ce 5e scanner qui permettait de conclure qu'il n'y avait aucune trace de la maladie. Cependant, le radiologue m'a conseillé de me faire surveiller encore pendant 5 années, ce que j'ai fait jusqu'au début de l'année 2015. Mais lors de la 8e visite de contrôle, une nouvelle radiologue m'a dit qu'il fallait maintenant arrêter les contrôles. J'étais guérie et comme je n'avais été suivie principalement que par le chirurgien, elle m'a conseillé de voir un pneumologue. Lors de cette visite, ce dernier s'est montré moins catégorique et il m'a suggéré, compte tenu de la nature de ce cancer, de maintenir des contrôles tous les 3 ans, ce que j'ai fait jusqu'en 2020. 2. Une trajectoire de soins simple, pour une maladie complexe. A. Trajectoire de soins et parcours du malade. Les notions de parcours, de trajectoire et de carrière possèdent du point de vue étymologique et sémantique des proximités, sans être totalement des synonymes. Les sociologues les emploient pour étudier l'action des individus de manière longitudinale ou diachronique, dans le cours de leur vie. Il s'agit d'appréhender des comportements, des opinions et des faits dans leur développement à travers le temps, leur point commun étant alors l'idée de cheminement, de trajet, d'itinéraire, de direction. Il est nécessaire d'étudier la succession des faits et des événements individuels dans les différents secteurs du cours de la vie familiale, scolaire ou professionnelle. Ces notions possèdent des nuances qui, lorsqu'elles sont approfondies, correspondent à des paradigmes sociologiques très différents pour expliquer l'histoire sociale des individus. La notion de parcours apparaît comme la plus globale. Elle renvoie à un déplacement, un trajet a priori peu déterminé par une structure sociale ou par des causalités fortes. Néanmoins, ce terme ne donne pas vraiment d'indication sur la direction poursuivie. Celle-ci peut être linéaire ou faite d'allers-retours ou d'inflexions diverses. Cette notion laisse place à une certaine imprévisibilité, à l'aléatoire, à une souplesse et à des choix opportunistes dans la constitution du cours de la vie. Le terme de trajectoire est, quant à lui, un concept fortement construit en physique et il définit une courbe décrite dans l'espace par le centre de gravité d'un objet en mouvement. Pour les faits sociaux, cela évoque une approche plus déterministe de leur trajet. Les comportements sont, dans ce cas, le résultat de causes sociales qui agissent comme une force indépendante de l'individu, le projetant dans le futur cours de sa vie. Le vocable évoque à la fois la vitesse du mouvement, sa prévisibilité et une direction continue. À la différence des notions précédentes, celle de carrière suggère des degrés hiérarchiques, une progression au cours de la vie, et elle laisse davantage entrevoir l'engagement de l'individu dans son itinéraire social pour franchir ces étapes. J'ai retenu pour mon étude 2 notions, celle de parcours de malade et celle de trajectoire de soins. Le cycle de cette dernière notion est assez facile à définir. Il commence avec les premiers soins et se termine à la fin des traitements. L'idée de trajectoire, définie par Anselm Strauss,
permet d'ordonner les différents facteurs et événements qui affectent le travail de contrôle de la maladie. Elle fait donc référence, non seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient mais également à toute l'organisation du travail déployé à suivre ce cours, ainsi qu'au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d'avoir sur ceux qui s'y trouvent impliqués. Strauss, 1992, page 143. La notion de parcours est plus floue du fait de l'étendue signifiante du terme de maladie et par conséquent, de celle de malade. Si je connais le début du vécu de ma maladie, correspondant au moment du diagnostic, je ne sais pas quand se terminera l'expérience du cancer et si elle a vraiment une fin. C'est, me semble-t-il, l'intérêt de la porosité des frontières de cette notion qui situe le malade en lien avec l'ensemble de ses trajectoires et qui renvoie aux différentes sphères de la vie sociale dans lesquelles se déroule son existence. Il s'agit alors de décrire les entrelacements, les emboîtements, les différentes périodes ou les étapes de ces parcours, ainsi que les séquences des trajectoires et leurs inflexions. La question du temps est au cœur de l'expérience du cancer. Marie Ménoret, dans un ouvrage faisant référence, avait construit une typologie comprenant 6 trajectoires de soins en fonction du temps et de l'effet des traitements. Trajectoire simple, invalidante, avec récidive, déclinante, sans réponse et à réponse différée. Ménoret, 1999. B5 périodes, du soupçon à la guérison. Les périodes ou les phases du parcours correspondent à des espaces de temps plus ou moins séparés par un fait, un nouvel état de la maladie ou une situation nouvelle du malade. Ainsi, selon les affections, les termes varient. On peut parler de période aiguë, d'incubation, d'invasion, de déclin, d'accalmie, de rémission. En conséquence, une phase ou une période comprend une suite d'éléments considérés comme un tout, du fait des liens entre ceux-ci, de leur continuité logique et chronologique et de leur diversité spatiale qui leur confère une certaine unité. Bien sûr, les frontières ou les limites entre deux phases reposent sur l'élaboration de critères toujours sujets à discussion. Quant à mon parcours de malade, il peut être décomposé en 5 phases. 1. Celle du soupçon. 2. Celle du diagnostic et du traitement. 3. Celle du premier contrôle et des soins consécutifs à l'opération. 4. La période de rémission et les contrôles. 5. Celle de la guérison et de la surveillance préventive. L'ensemble recouvre une longue période, 14 années, mais la trajectoire de soins en elle-même a été très brève, s'étendant sur 1 mois, comprenant l'opération et le suivi médical post-opératoire. Avec cette unique séquence de traitement, on peut la qualifier de trajectoire simple. Un traitement a été mobilisé et les symptômes de la maladie ont disparu, du moins apparemment. Elle est aussi invalidante dans la mesure où, si le travail thérapeutique a pour effet d'éradiquer la pathologie cancéreuse, il a toutefois laissé des stigmates définitifs. Généralement on distingue 3 phases, celle du traitement, de la rémission et enfin la guérison, mais à ces périodes fondées principalement sur des critères biologiques, on peut ajouter des étapes associées à des dimensions plus subjectives de l'expérience du cancer. La préoccupation suscitée par la maladie commence avant son diagnostic, dès qu'un symptôme potentiel est évoqué, lorsque le médecin responsable du centre de bilan de santé m'a montré cette tâche qui ne devrait pas être là. Sur la radio, celle-ci m'apparaissait comme une légère ombre mais elle a ajouté « Comme vous êtes fumeur, il vaut mieux vérifier ». Dès ce moment, j'ai pensé évidemment au cancer, d'autant plus que mon ferme objectif était d'arrêter le tabac compte tenu de ce risque. Cette phase a duré presque 3 mois. Entre la phase du traitement et celle traditionnellement dénommée de rémission, ce fut une étape de 10 mois aux frontières floues, caractérisée par la question de savoir si j'entrais réellement dans une période de rémission, mais aussi par l'attente des traitements pour réparer les traumatismes du nerf récurrent qui se traduisaient par une dysphonie post-opératoire définitive. La rémission qui désigne la disparition des symptômes du cancer, même si les traitements ont laissé des empreintes organiques définitives, a duré plusieurs années, jusqu'au moment où le chirurgien suivant mes scanners de contrôle m'a demandé très précisément « Combien de temps cela fait-il que vous êtes opéré ?» Il a ajouté « 4 ans et demi, je crois qu'on peut s'arrêter là, qu'en pensez-vous » Il n'a pas mentionné que j'étais guérie, mais j'ai pu considérer que la période qui commençait alors était celle de la guérison. Le mot guérison fait rarement partie du vocabulaire d'un médecin dans ses échanges avec ses patients traités pour un cancer. Il emploie plus volontiers le terme de rémission complète,
car il sait qu'une récidive, même lointaine, est possible. En revanche, le mot guérison se rencontre souvent dans les statistiques médicales, notamment dans les différents rapports d'études de l'INCa. On lit par exemple qu'aujourd'hui on guérit plus d'un cancer sur 2, alors qu'on n'en guérissait qu'1 sur 3 il y a 30 ans. Pour les statisticiens, un patient ayant eu un cancer a des chances élevées d'être guéri lorsque 5 ans après le diagnostic, il retrouve la même espérance de vie que l'ensemble de la population de même âge, de même sexe et n'ayant pas eu de cancer. Finalement, l'indicateur de guérison est celui d'une longue rémission appréhendée à partir des taux de survie à 5 ans ou 10 ans. Certains estiment qu'à l'horizon 2030, le taux de guérison atteindra les 75%. Calvo et Maranacci, 2018, page 27. Depuis une dizaine d'années, la notion des après-cancers est apparue, proposée dans le plan Cancer 2 2009 à 2013 et reconduite dans le plan Cancer 3, 2014 à 2019. Il s'agit de la période hors les murs, au-delà de la phase aiguë des traitements et autour de 2 ans après le diagnostic. Ainsi, ce découpage permet d'observer un grand nombre de localisations du cancer, quel que soit le niveau du pronostic, bon, intermédiaire ou mauvais, et de s'intéresser en particulier à des localisations ayant des pronostics intermédiaires ou mauvais. Il suggère la conception de 2 modes d'intervention de la politique publique. La première, proprement médicale avec les traitements, la seconde plutôt, psychosociale, concernant les conséquences de la maladie plus ou moins longtemps après les traitements. Le rapport au temps est distinct selon ces 2 périodes. Les traitements définissent une durée déterminée, délimitée pour la période du cancer, tandis que celle de l'après-cancer est a priori sans limite. Enfin, depuis les années 2000, l'évolution des résultats de la recherche et des thérapeutiques nouvelles qui en découlent, confère à certains cancers le statut de maladie chronique. Cela signifie de vivre avec un cancer contrôlé, mais non guéri. On ne se trouve pas du tout dans la situation précédente des 2 périodes cancer après cancer, ni en situation de rémission, mais dans une seule situation, celle de la maladie et des traitements, sans limite de temps a priori. L'idée de la chronicité revient à reconnaître que les cancers, du moins certains, demeurent incurables, temporairement au sens traditionnel du terme. Le parcours dans son ensemble est le premier principe d'intelligibilité des comportements, dans la mesure où il fait apparaître des questionnements sur son déroulement, ses liens avec les autres secteurs du cours de vie et la chronologie des événements. Dans le parcours de malade, l'observation de la temporalité est déterminante pour la compréhension du vécu subjectif de l'effet de la maladie. Les caractéristiques de la trajectoire du traitement, la localisation et le type du cancer, son stade, l'existence de récidives, les réactions du malade au traitement auront un effet plus ou moins important sur son parcours de vie. Si le point initial ou d'origine du parcours de malade, à partir duquel d'autres faits et situations se mettent en place, s'est imposé à moi, la définition des étapes ou de la temporalité a été une reconstruction a posteriori, non pas du cheminement, mais de son découpage en différentes phases. Ce déroulement du parcours est une donnée concrète qui s'impose. Les faits se succèdent, l'ordre et la temporalité de ces faits sont en partie conjoncturels et peuvent être questionnés. L'étude du parcours ne peut en rester à l'exploration d'un univers existentiel, mais elle doit aussi analyser l'impact de ce parcours spécifique sur l'ensemble du cours de la vie et le vécu subjectif de cet itinéraire. La délimitation de ces différentes phases est nécessairement le résultat d'une construction rétrospective, car le ou les faits qui constituent une inflexion plus ou moins forte dans mon parcours de malade ne me sont apparus dans leur fonction qu'après les avoir vécus. On perçoit ultérieurement qu'il existe une certaine unité de la temporalité qui s'est écoulée, avec le sentiment de s'être trouvé dans une continuité psychique. Ainsi, la première étape définie comme celle du soupçon commence avec l'éventualité de l'existence d'une ombre ou d'une tache, pour se clore 3 mois plus tard après le premier scanner, confirmant l'existence d'une tumeur. Cet élément nouveau constitue un passage, et vient rompre une continuité dans le déroulement du cours de la vie, donnant ainsi une certaine unité subjective autour de la suspicion à la période précédente. Il ouvre une nouvelle phase en confirmant l'existence d'une tumeur. Naturellement, on va s'interroger ensuite sur la durée de cette première période et la manière dont elle a été vécue. La seconde période a été celle du diagnostic et du traitement, car constater l'existence d'une tumeur n'est pas constater un cancer.
Les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes, mais si un cancer est un type de tumeur particulièrement dangereux, il faut cependant des analyses biologiques pour s'en assurer. L'établissement précis du diagnostic se fera après l'exérèse ou l'extraction du lobe pulmonaire et le curage ganglionnaire, et c'est alors que les analyses biologiques confirmeront ou non les soupçons. La surveillance de l'évolution post-opératoire, notamment de la migration du lobe restant et de son bon accolement pleural dans la poitrine, la surveillance d'une bonne cicatrisation, les séances de kinésithérapie respiratoire constituent cette seconde phase. Son unité est assurée au niveau objectif par un ensemble d'activités médicales fortement liées, et au niveau subjectif par la montée progressive de l'angoisse, puis par un soulagement après le bon déroulement de l'opération. Cette phase se termine au moment de la sortie du centre de réadaptation. Ainsi, depuis le premier scanner, elle aura duré environ 2 mois. Mais ce qui est déterminant dans cette phase, ce sont les caractéristiques de la trajectoire de traitement, notamment son type et sa durée. Je pourrais même retenir que pour moi, le traitement choisi a duré 1 journée, dès que j'ai donné au chirurgien mon accord pour l'intervention. La 3e période, dont le début correspond au retour chez moi, s'est terminée 6 mois plus tard, lors du premier scanner de contrôle après l'opération. Ce dernier devait, pour le médecin, permettre de décider si des traitements complémentaires, chimiothérapie ou radiothérapie, étaient nécessaires. On n'est pas réellement dans la trajectoire de soins, car de ce point de vue, il n'y a pas de continuité du traitement, mais seulement une observation complémentaire indispensable. C'est aussi une période de soins et de convalescence annexe pour réduire une dysphonie due à l'opération. J'aurais pu considérer qu'il ne s'agissait pas d'une phase spécifique ayant son unité avec un début et une fin, mais ce contrôle était subjectivement très important, car selon le résultat, il orientait différemment les mois, voire les années à venir. En quelque sorte, il pouvait s'agir d'un tournant possible, turning point au sens de Hugues, 1996, et de la reprise d'une nouvelle trajectoire de soins. La 4e période, celle de la rémission, a fait suite à la fin des traitements du cancer. Pendant ces 4 années, je n'ai eu aucun signe objectif de reprise de la maladie, ce qui ne veut pas dire que cette phase fut sans angoisse, notamment les mois avant chaque scanner de contrôle annuel. Concernant ma santé, la période a été calme, les choses de la vie d'avant ont repris leur cours routinier, sans aucun moment décisif où tout est remis en jeu. Cette période forme une unité, marquait la fin de mon suivi par le chirurgien. C'était donc une nouvelle période qui s'ouvrait, la 5e et dernière, car j'étais considéré comme guéri sans qu'on me le dise. La définition de la guérison consiste dans la disparition complète et définitive d'une maladie. En oncologie, cela signifie qu'après un délai suffisant, sans rechute, 5 ans après les traitements, il est quasi certain que le cancer est définitivement éliminé. Cela est variable selon les cancers à croissance rapide où les rechutes se manifestent à court terme. Quoi qu'il en soit, ce délai de 5 ans sans signe de la maladie après la fin des traitements avait une fonction symbolique importante car le risque de rechute semblait s'être très fortement éloigné. Le fait d'avoir été traité pour un cancer produit, à court ou long terme, des effets inattendus, certains négatifs et d'autres plutôt positifs selon les circonstances. Le plus immédiat a été le montant des intérêts d'emprunt que nous avions prévus avant la maladie, pour un réaménagement de la maison. L'atteinte du cancer a multiplié par 1,5 le montant des intérêts et de l'assurance. Nous avons alors fait le pari qu'il n'y aurait pas de récidive fatale, sinon la peine aurait été double pour mon épouse qui aurait dû assurer le remboursement du montant d'un emprunt élevé et cela sur un seul salaire. D'autres effets négatifs auraient pu se produire sur les conditions matérielles de vie, mais il faut considérer que ce genre de risque n'est pas particulier au cancer. Un accident de voiture, un AVC ou d'autres maladies cardiovasculaires entraînent aussi les mêmes effets sur la vie familiale. Quant aux effets positifs, ils ont été indéniables sur mes comportements alimentaires, de prévention en général et en premier lieu, avec l'arrêt immédiat et durable du tabac. Toutefois, certains effets positifs inattendus et importants du point de vue de ma santé sont apparus. Par exemple, mon épouse m'a incité à contacter à nouveau l'établissement français du sang, car après un don de plasma qui présentait une anomalie, je ne pouvais plus donner mon sang depuis 1998.
Le médecin du service ne m'avait pas expliqué pourquoi, et m'avait tout simplement dit qu'il n'y avait pas de problème particulier, ce qui était paradoxal. J'avais donc arrêté de donner mon sang. Lors de cette collecte très récente, le médecin a de nouveau refusé parce que j'avais eu un cancer. Mais en retrouvant cet ancien compte-rendu du don en 1998, il m'a conseillé de faire une nouvelle analyse plus approfondie. Celle-ci a abouti à la détection d'un pic monoclonal, à surveiller et à contrôler annuellement. Une gammapathie monoclonale peut être révélatrice d'une hémopathie maligne ou un cancer du sang, Monroe et al., 2016. Récemment, j'ai encore eu l'occasion de constater cette réactivité imprévue des professionnels du système de santé, à propos d'un problème de surdité. Sachant que j'avais eu un cancer du poumon, le spécialiste a demandé un scanner du cerveau tout en me rassurant. C'est le protocole, les chances sont extrêmement minimes, mais on doit le faire, pour vérifier si la cause de ma surdité n'était pas liée à une éventuelle tumeur au cerveau. Ainsi, avec ces deux exemples récents, je devenais l'objet de cette continuité dans les soins, à distance temporelle et spatiale, entre des spécialistes différents. Le récit de mon expérience du cancer montre finalement le parcours classique de n'importe quelle maladie. Un diagnostic, un traitement efficace et la guérison. J'ai connu la douleur après l'opération, mais ce n'était pas spécifique au cancer. Je n'ai pas connu les effets redoutés des chimiothérapies et radiothérapies, ni pendant ces 15 années la moindre alerte d'une récidive. Pourtant, au début de l'année 2014, j'écrivais « Pendant toutes ces années, j'ai appris à me taire et à vivre avec l'idée du cancer en espérant secrètement qu'il ne resterait de cet événement qu'un souvenir évanescent, mais bien que guéri, la vie quotidienne suscite de nombreuses et diverses sollicitations qui me ramènent inévitablement au point initial, à l'expérience de la maladie. Je dois constater que 8 ans après la fin de celle-ci, j'étais encore psychiquement sous l'effet de mon expérience du cancer et plus précisément de ses représentations. 15 ans plus tard, le récit et l'analyse de ce long parcours se terminent avec cet écrit, dans une période où les traitements de certains cancers ont considérablement progressé et en conséquence leur taux de survie. Le fait d'avoir eu une trajectoire de soins simple m'a permis de saisir l'effet spécifique des dimensions symboliques de cette maladie. Mais avant cela, il me faut préciser quelques aspects de ma méthodologie de travail sur lesquels reposent mes réflexions. Références bibliographiques. Calvo Fabien et Maraninchi Dominique, 2018, 15 ans de recherche sur le cancer en France. Une trajectoire de progrès sans précédent. Et maintenant, un cas www.cancer.fr. Gros-Claude Pascal, Remonté Laurent Belot Aurélien, Danzon Arlette, RASAMIMANANACERF Nicole et Bossard Nadine 2013, Survie des personnes atteintes de cancer en France, 1989 à 2007. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim, Paris, Institut de veille sanitaire. Duguevret, 1996, Carrière, cycle et tournant de l'existence, Trad.fr, Inchapouli Jean-Michel, texte rassemblé par Le regard sociologique, essai choisi Paris, EHESS, pp 165 à 174. Ménoré Marie 1999, Les temps du cancer, Paris, aide du CNRS. Monroe Alain, Uri Zoé, Bossard Nadine, COWPPLIBONY Voirin Nicolas, Delafosse Patricia, Remonté Laurent Troussard Xavier et Ménadier Marc, 2016, Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989 à 2013. Étude à partir des registres cancer du réseau Francim. Partie 2. Hémopathie maligne synthèse, 1 cas Saint-Maurice Institut de veille sanitaire. Strauss-Anselme, 1992, La trame de la négociation, Trad.fr, Paris L'Harmattan, première édition en anglais 1978. VEDELAGO François et BERTERRETCH Xalba, 1983. Les décisions d'investissement en matériel endoscopique dans les unités hospitalières, Université de Bordeaux 2, Laboratoire de sociologie de la santé, Pessac, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Chapitre 2, L'expérience de la maladie et la maladie comme expérience. La notion d'expérience renvoie à l'acquisition ou au développement volontaire ou non, de connaissances dans la diversité des situations sociales vécues.
Elle est le résultat d'un processus réflexif qui sous-tend la compréhension et l'interprétation de l'objet dans cette situation. Ma démarche autobiographique, même partielle, constitue le cœur de mon propos. Il s'agit d'étudier une pratique, ou une action d'un être social dans un environnement, qui est avant tout une épreuve intime et immédiate. D'un point de vue étymologique et historique, l'expérience renvoie aussi bien à des connaissances acquises par la pratique ou dans l'action, qu'au fait d'essayer une chose ou d'entrer dans une interaction sociale. Il convient dans ce dernier cas de provoquer ou de créer une observation, dans l'intention d'étudier certains phénomènes. Pour les distinguer, on peut préciser le premier sens par l'expression d'expérience vécue et le second par le terme d'expérimentation. Dimension individuelle de l'expérience. Dans la première situation, le fait s'impose à l'individu car il est affecté par quelque chose qu'il subit. Dans la seconde, il est d'emblée acteur puisqu'il crée le contenu et les conditions de cette expérience. Ainsi, dans une démarche autobiographique, il est non seulement envisageable, mais aussi indispensable dans le but de produire de la connaissance, de construire son expérience vécue comme une expérimentation afin d'observer ses propres réactions de façon méthodique et in situ. Car la compréhension scientifique du sens subjectif de l'action n'est pas immédiatement donnée, mais elle est l'aboutissement d'un processus plus ou moins long d'éloignement du vécu quotidien. Il faut tout d'abord saisir ou appréhender ce vécu que Georges Gurvitch nommait cette expérience intégrale de l'immédiat, ou ce qui est originairement éprouvé, donné dans la richesse infinie de son flux, Gurvitch 2007 page 284. La littérature, du moins certains genres, se donne pour objectif l'expression la plus directe des émotions, des sentiments et des pensées ou des croyances des individus, transfigurés dans la forme poétique. Dans les sciences humaines, le chercheur a aussi la possibilité de comprendre les situations qu'il observe à partir de son expérience personnelle, dans une démarche prenant appui sur l'intuition et l'expérience intime. Les faits humains sont susceptibles d'être compris à partir d'une expérience vécue, en s'efforçant de retrouver de l'intérieur la signification que porte en lui-même le donné et non lui en attribuer une, seulement de l'extérieur. Comme le note Jacques Le Goff 2016 page 565, l'expérience intégrale de l'immédiat ne peut être réduite à un mécanisme de sensation et d'émotion isolé d'autres éléments présents dans le vécu du sujet, l'idéal, des idées, des valeurs, des croyances, des liens avec d'autres situations. L'expérience immédiate doit donc être perçue et appréhendée comme intégrale. Pour Gurvitch, l'activité scientifique et le discours profane ne sont pas des expériences de l'immédiat, mais des représentations construites du vécu qui est lui, en deçà du monde de la logique et du raisonnement. L'immédiat est ce qui nous est donné dans l'instant, mais aussi de ce fait, le plus difficilement accessible, car très volatile et il est nécessaire de l'actualiser et de le fixer dans la conscience. Cette conception de l'expérience comme globalité du vécu s'applique, de façon appropriée, dans les cas des maladies graves et des maladies chroniques qui, si elles ont un impact sur l'ensemble des aspects de la vie quotidienne et de l'environnement, n'en demeurent pas moins éminemment une expérience toujours individuelle. Par conséquent, c'est à une sociologie de la connaissance de l'expérience subjective, à laquelle nous devons procéder, permettant d'échapper au positivisme, puisqu'elle prend en considération les expériences subjectives immédiates des acteurs, reliant significativement le vécu intérieur et l'agi extérieur, Farrugia 2007. La maladie, plus précisément le cancer pour ce qui me concerne ici, apparaît comme une expérience vécue spécifique parmi l'ensemble des expériences du cours de la vie. Elle est une expérience intégrale de l'immédiat, car elle s'est imposée à moi, soudainement, dès l'annonce et a provoqué des émotions et des actes d'adaptation non anticipés pour s'orienter dans cette nouvelle situation. Cette annonce est d'abord éprouvée et agie ou prolongée en praxis, avant d'être raisonnée. Ensuite, son effet s'avère global sur le cours de la vie, au moins dans une période. En ce sens, elle est une expérience intégrale. Cependant, en tant qu'annonce, elle se manifeste de prime abord comme une expérience de la conscience suite à une déclaration orale. Elle serait alors de l'ordre symbolique. Ce n'est pas la maladie ressentie, illness en anglais, d'un désordre biologique qui déclenche l'expérience subjective du cancer, mais la parole, le fait de nommer une chose indéterminée ou inexistante à notre conscience. Il s'agit alors de passer de l'observation de cet immédiat, comme donné,
à savoir le déclic ou l'apparition de ce phénomène, au sens subjectif de cette praxis dans l'acception la plus forte du terme, accessible dans son immédiateté au seul malade, en devenant alors l'expérience intime d'un cancer. L'intime renvoie au fait que je suis le seul à savoir ce que j'ai ressenti, c'est l'expérience intérieure. Quand la maladie a été nommée, elle ne perd pas ce caractère d'intime pour le sujet, mais elle devient aussi sociale par le fait que l'autre peut en partie la comprendre et je sais qu'elle peut être partagée. Dans ce contexte, l'intime signifie toute la complexité du vécu qui ne peut être transmis à l'autre, et cela parce que la simple transmission verbale le transforme et le réduit. Toutefois, comme je n'ai pas seul à vivre cette expérience, des relations d'empathie se nouent. L'expérience possède plusieurs caractéristiques qui la structurent et participent à sa compréhension. L'acteur, l'objet spécifique, ici le cancer, les actions et événements, la temporalité et la spatialité, ainsi que le contexte social, culturel, institutionnel et les réseaux relationnels. Ces différentes dimensions recouvrent la totalité de l'expérience de la maladie. L'approfondissement de chacune d'elles déborderait le cadre de ce travail, mais dans cette énumération il y a une caractéristique possédant une importance structurante plus forte, à savoir celle qui porte sur la temporalité. L'acteur de cette expérience vit une succession de situations composées de l'action proprement dite et des événements, en interaction dans un espace et une temporalité donnée. C'est la mémoire, comme ensemble de souvenirs et de réactualisation de ceux-ci, qui permet d'instaurer une représentation du parcours de malade. Ce dernier peut être découpé en cours d'action ou une durée d'action, et la situation constitue une unité chronologiquement délimitée par un début et une fin, voire une périodicité et des cadres sociaux plus ou moins contraignants. Dans ces conditions, il est possible de décomposer l'expérience en une multiplicité de situations analysables en tant que telles, de manière synchronique et diachronique. Les situations contextualisent l'expérience, laquelle s'approfondit, s'enrichit et acquiert de l'épaisseur avec l'accumulation, la répétition de situations identiques et différentes. L'initiative de la situation peut s'imposer à l'individu de l'extérieur, mais ce dernier peut aussi l'influencer, l'orienter ou encore la provoquer. En passant d'une situation à une autre, l'expérience dans sa globalité devient le résultat d'un processus de transformation permanent et progressif. L'apparition du cancer n'est pas le résultat d'un projet, ce n'est pas un type d'action rationnelle comme dans le cas des nombreuses expériences de la vie courante et professionnelle. L'existence de cette expérience ne peut être recherchée dans les intentions du porteur de la maladie, et de plus, sauf en cas de récidive, celui-ci n'a pas d'expérience antérieure qui constituerait un socle de connaissances préalables. Il ne connaît cette maladie que par des représentations disponibles dans son environnement social, et qu'il a intériorisées. Le sens que le sujet donne à ses actions provient des états mentaux issus de la relation immédiate qu'il a avec l'objet de cette nouvelle situation, c'est une connaissance sensible. Le sens ainsi produit devient subjectif dans l'acception la plus forte du terme, c'est-à-dire accessible dans son immédiateté au seul sujet agissant, Isambert, 1989. C'est un contenu essentiellement qualitatif et propre à celui qui l'éprouve, c'est une connaissance introspective et par conséquent difficilement communicable, sauf à autrui ayant une expérience identique. Cependant, comme l'écrit Alfred Schütz, le sens n'est pas une qualité inhérente à l'expérience elle-même qui émergerait dans notre courant de conscience, mais le résultat d'une interprétation d'une expérience passée, envisagée réflexivement après coup. Aussi longtemps que je vis dans mes actes, orientés vers leurs objets, ils n'ont aucune signification. Ils l'acquièrent si je les saisis comme une expérience bien circonscrite du passé, et donc rétrospectivement, Schütz 1987 page 107. Ainsi, il faut distinguer l'action en train de se faire et de se vivre, avec les états de conscience qui, eux, émergent spontanément et souvent de façon éphémère, de l'acte effectué, et celui-ci devient alors l'objet de la conscience réflexive. Celle-ci doit pourtant retrouver les premiers états mentaux contenant la matière ou la substance pour l'analyse et l'explication de l'expérience, car l'évidence avec laquelle peuvent nous apparaître de prime abord, les significations de celle-ci occultent le travail complexe du processus réflexif et psychique. Celui-ci ne nous apparaît pas d'emblée formalisé, mais flou et confus, au sein de nos états de conscience. La relation que nous entretenons avec nos propres expériences est sous-tendue,
par un travail complexe d'articulation et de reprise réflexive opéré sur le flux confus de nos états de conscience, travail pourtant gommé dans le sentiment d'évidence avec lequel nous apparaissent les significations de nos expériences. Zakai Reiners 2005. De dimension collective de l'expérience. La problématique individuelle de cette expérience se déroule sur le versant de l'intime, au sein de la vie intérieure que je suis seul à connaître et à ressentir. Si la parole permet de se faire une représentation de son vécu émotionnel, il en reste toujours une part indicible. En général, l'expérience est éprouvée avant d'être désignée. Dans le cas particulier du cancer, elle commence lorsque celui-ci est nommé, car on ne peut rien ressentir ni faire aucune association avec cette maladie pendant plusieurs années alors qu'elle fait son œuvre. Mais dès l'annonce du cancer, cette expérience perd aussitôt une part de son intimité pour devenir sociale. Parce qu'elle se relie à notre réserve de connaissances socialisées, Schütz 1987 page 202, qui contribue à sa signification subjective, et aussi parce que l'annonce de ce nouveau statut est reconnue et comprise par les autres faisant partie de notre vie quotidienne et conviviale. La situation incite à se questionner sur qui se passe ici et maintenant, et à mobiliser des cadres d'interprétation pour élaborer du sens sur ce qui a été nommé, afin d'ajuster nos comportements en conséquence. L'expérience est également sociale. Le vécu de la maladie s'inscrit dans un contexte culturel, symbolique des rapports entre les individus qui produit à la fois diversité et universalité de cette expérience. Elle arrive dans un monde déjà organisé pour offrir une réponse à cette épreuve individuelle. De plus, chaque nouveau malade sait que d'autres vivent la même situation. Par ce simple fait, elle a un caractère collectif, même si lorsque l'on est atteint de la maladie on est essentiellement centré sur soi. Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes ont été diagnostiquées d'un cancer, soit environ le double d'il y a une dizaine d'années, 2 millions en 2007, 1 cas 2019. Cette très forte progression s'explique à la fois par l'augmentation du nombre de nouveaux cas, et par l'amélioration de la survie. Les progrès scientifiques et médicaux ont été considérables, et ont permis de faire un bond dans l'amélioration des traitements et la prévention de cette maladie. Longtemps perçue comme mortelle, elle est considérée maintenant par les professionnels comme une maladie chronique ou de laquelle on peut guérir. Aujourd'hui, plus de 50% des malades diagnostiqués guérissent de leur cancer, alors qu'en 1998 on en comptait seulement 37%. Il, 1998, pp. 745 à 746. L'expérience du cancer est consubstantielle au temps, elle fait surgir à la conscience du malade sa propre finitude et l'introduit dans une nouvelle temporalité de son vécu. L'existence de l'individu est prise dans le flux incessant des événements. Le temps traduit les efforts déployés par les hommes pour se repérer à l'intérieur de ce flux en y déterminant des positions, en y mesurant des durées d'intervalle, des vitesses de changement, etc. Elias, 1984, page 41. Cependant, dans la maladie, on distingue 3 types de temps différents: le temps biologique, le temps psychologique et le temps social. Aussi repérer des périodes, des durées et leurs entrecroisements devient-il un exercice complexe. Si je connais le début du vécu de ma maladie correspondant au moment du diagnostic, temps social mais non biologique, je ne sais pas quand se terminera l'expérience éprouvée ou subjective du cancer et si elle a vraiment une fin, c'est alors le temps psychologique. L'emploi de plus en plus fréquent de la notion des après-cancer ou de sortie de la maladie délimiterait une temporalité du cancer comprise entre un début, l'annonce, et une fin qui correspondrait à l'usage courant de la notion de guérison. Dans ce cas, survivre à la maladie ne ferait plus partie de l'expérience du cancer. Pourtant, si dans le cadre de la politique publique, on a conçu des parcours de soins personnalisés et d'accompagnement de l'après-cancer pour les patients, le programme personnalisé de l'après-cancer, PPAC, cela signifie qu'on n'est pas sorti de l'expérience de la maladie. D'ailleurs, peu de médecins expriment clairement aux patients qu'il est guéri. Si on considère certains cancers comme une maladie chronique, il n'y a pas d'après-cancer puisque l'on doit vivre avec pendant une temporalité indéfinie. L'INCA, dans ses travaux de recherche, classe les cancers en fonction de l'espérance de vie en 3 grandes catégories. Les cancers de bon pronostic, les cancers de pronostic intermédiaire et les cancers de mauvais pronostic. Dans une recherche récente INVS et al. 2016,
les auteurs montrent que la survie à 15 ans a fortement progressé ces 2 dernières décennies. Pour les cancers de bon pronostic, comme les cancers du sein et de la prostate, les taux de survie 15 ans après le diagnostic, dans la tranche d'âge 65 à 75 ans, s'élèvent autour de 65% des personnes diagnostiquées. Celui du poumon, quant à lui, fait encore partie du groupe des cancers de mauvais pronostic, avec seulement 5% des personnes diagnostiquées qui seront encore en vie 15 ans plus tard. On voit ici que les écarts entre ces différents taux sont très importants selon les types de cancers. Dorénavant, on n'évoque plus le cancer en général, mais plutôt ses différents types selon leur taux de survie. Face à ce bref constat, seulement 27% des Français pensent qu'on guérit aujourd'hui un cancer sur 2, Barthélemy 2015. 3. La maladie comme expérience. La notion d'expérience renvoie à un processus d'acquisition de connaissances. Elle présente une certaine complexité dans la mesure où elle désigne 2 processus distincts et opposés. Le premier, désigné par l'expression expérience vécue, renvoie à celui que nous avons développé précédemment et dont les divers usages et pratiques révèlent des savoirs à leurs auteurs. Ainsi, on dira d'une personne qu'elle a une connaissance d'une chose parce qu'elle l'a expérimentée, ou qu'elle en a fait l'expérimentation, en l'ayant éprouvée et vécue directement et de ce fait, elle en a acquis un certain savoir. C'est ce qu'évoquent, dans le champ des politiques publiques de santé, les expressions savoir profane, patient expert ou encore usager expert, Védélago et Bouy 2007. Cette prise en compte de l'expérience des malades et de leurs connaissances se rattache au courant des communautés de malades, porté notamment en France par l'association AIDE, créée par le sociologue Daniel Defer en 1984. Ce dernier, dans un discours prononcé le 6 juin 1989, lors de la 5e conférence internationale sur le sida à Montréal, avait expliqué que les mouvements communautaires, au sein desquels les personnes atteintes par le VIH se sont organisées, ont eu à introduire la vie relationnelle dans la structure de soins. Les personnes atteintes sont devenues les éducateurs des personnels médicaux, paramédicaux, sociaux et éducatifs. Leurs témoignages relayés par les médias sont devenus une source essentielle de notre expérience collective de cette maladie. Leur fonction s'affirme chaque jour plus politique. Le malade devient un des acteurs privilégiés des transformations. Il devient un nouveau réformateur social, Defer 1989 page 58. En s'appuyant sur son expérience de vie au quotidien avec la maladie, le patient expert représentait une ressource capitale pour la compréhension de cette dernière et de ses traitements par les équipes médicales, pendant la période d'apparition de cette nouvelle maladie. Le second processus qu'évoque la notion d'expérience ne concerne plus la connaissance spontanée issue de la proximité relationnelle avec l'objet en question, la maladie par exemple, mais c'est l'expérience comme processus de recherche. Elle est alors liée à l'expérimentation en tant que méthode scientifique de production de savoir. Expérimenter n'est plus alors associé au verbe vivre qui le complétait dans le premier usage. La connaissance de la situation, de l'objet devient le résultat d'un processus de recherche rationnellement construit. Ainsi, ma démarche d'analyse de la maladie, de type autobiographique, repose par définition sur mon expérience du cancer ou de ma confrontation à un donné immédiatement vécu correspondant au premier sens de la notion. Mais en utilisant des méthodes et des connaissances relevant des sciences humaines pour procéder à cette compréhension, j'ai conçu ma maladie comme une expérience au sens d'une expérimentation. J'étais donc un expérimentateur d'une maladie par mon propre parcours. Plus loin, je consacrerai un chapitre spécifique à cette élaboration de la méthodologie. Le cancer peut être considéré comme une expérience biographique globale dans le sens où il constitue un nouveau moment dans le parcours de vie venant s'ajouter et réactualiser des souvenirs, se recombiner avec ceux-ci en fonction de leur lien avec le vécu actuel. Il entraîne également des effets dans tous les secteurs de la vie du malade, personnel, familial, professionnel, amical, administratif, financier. Pour moi, ce fut une effraction dans le cours de ma vie, venant perturber mon identité, ma capacité à me penser en mon fort intérieur et à produire des significations sur mon nouveau rapport aux autres et plus généralement à mon environnement. Lorsque j'ai entrepris ce travail de prise de notes sur mon expérience, je pensais à cet ouvrage de George Mead, L'esprit, le soi et la société, Mead 1963,
dans le sens où j'avais une certaine conscience de revivre un long et complexe processus de construction personnelle et de socialisation dans une société préalablement existante. Je vivais l'expérience du cancer sur le mode d'une conversation interne, pour penser la place de cet événement dans ma vie psychique et réorganiser mes relations, et ma communication avec les autres. Cette démarche introspective spontanée d'observation de mon évolution et de mes réactions à cette nouvelle situation m'est apparue intéressante à cultiver, dans un objectif de connaissance de l'expérience du cancer. Mon adaptation se réalisait à partir de la réserve interne de connaissances à ma disposition, et en interaction avec celles provenant de la communication avec autrui. Cet agencement in situ des informations m'a servi de schème d'interprétation de l'expérience, dès son émergence. Au cours de cette démarche introspective, fortement soutenue, il s'agissait de voir dans ce cas particulier du cancer comment se fissurent et se réaménagent les dimensions individuelles et sociétales qui constituent dans notre intime socialisé, cette part indicible de l'expérience de la maladie. J'ai ainsi construit mon champ d'analyse autour des relations entre trois acteurs fondamentaux, soi, autrui et la société, dont certaines de leurs dimensions produiront mon expérience spécifique du cancer. La notion de soi, au sens de Med, correspond au vécu du cancer et à l'élaboration de cette épreuve par la personne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.